Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver. Au sommaire de Ça vous regarde ce soir, le tabou de la hausse des impôts prêt à sauter. Face à la gravité de la situation budgétaire, Michel Barnier ne s'interdit pas d'activer le levier fiscal. Les patrons de la Cour des comptes comme de la Banque de France plaident en ce sens. Augmenter les impôts, oui, mais lesquels? C'est notre grand débat. Ironie de l'histoire, c'est donc un homme de droite qui lève le tabou de la hausse des impôts. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier envisage, selon plusieurs sources, de demander un effort fiscal aux plus fortunés. Gabriel Attal et Gérald Darmanin se cabrent. Un totem macroniste est-il en train de tomber? Et puis surtout, derrière toutes ces postures, quels impôts augmenter sans casser l'attractivité? Bonsoir David Amiel. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député Ensemble pour la République de Paris, le nouveau nom du camp présidentiel. Bonsoir Emmanuel Morel. Bonsoir. Bienvenue, député du Val d'Oise, ancien socialiste. Vous siégez aujourd'hui dans le groupe communiste à l'Assemblée nationale. Bonsoir François Girolf. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, économiste à l'OFCE. Et bonsoir Marc Vigneault. Bonsoir Myriam. Très heureux également de votre fidélité à cette émission, journaliste économique à l'Opinion. Merci à tous les quatre. Un débat qui s'ouvre, comme chaque soir, par le récap, signé ce soir par Bruno Donnet. Et bonsoir mon cher Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Dans votre récap ce soir, un Premier ministre déjà en fâcheuse posture. Oui, Michel Barnier n'a pas encore formé son gouvernement, mais il est déjà dans l'embarras. La faute à un patient très mal en point qui a pour nom l'économie française. Et pourtant, vous souvenez-vous de ça? Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française. C'était en juin dernier, le ministre de l'économie, gilet de sauvetage en bandoulière, pas peu fier de nous annoncer qu'il avait sauveté à peu près tout. J'ai sauvé les usines, j'ai sauvé les restaurateurs, j'ai sauvé les hôteliers, j'ai sauvé le monde de l'événementiel, j'ai sauvé des emplois, des compétences, la filière aéronautique. Le hic, c'est qu'à force de sauvetage tous azimuts, Bruno Le Maire a creusé la dette et les déficits publics. Du coup, ce matin, Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, a tiré ici même, à l'Assemblée nationale, le signal d'alarme. Si rien ne change, le déficit continuera d'augmenter après 2024 si aucune mesure d'ajustement n'était prise. Il pourrait s'élever à 6,2% en 2025. Ce serait un dérapage de 60 milliards d'euros. Et comme les oiseaux de mauvais augure volent bien souvent en escadrille, ce matin encore, le gouverneur de la Banque de France a lui aussi dressé un constat sans appel. En France, nous avons trop de dettes et nous n'avons pas assez de croissance. François Villeroy de Galhau est allé redire à la télé ce qu'il avait déjà confié un peu plus tôt à nos confrères du Parisien, non sans glisser une petite piste pour redresser les finances publiques. Il ne faut pas exclure un effort exceptionnel et raisonnable de certaines grandes entreprises ou de certains gros contribuables, par exemple tant qu'on n'est pas revenu sous les 3% de déficit. Aïe, 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 il faudra lever le tabou sur les hausses d'impôts qu'il a dit. Plus qu'une petite phrase, il s'agit là, Myriam, d'un gros pavé dans la mare qui n'arrange pas du tout les affaires de Michel Barnier. Alors quel est le problème avec ces hausses d'impôts? Le problème, Myriam, c'est que si le sujet ne doit plus être considéré comme un tabou par les tenants de l'équilibre budgétaire pour le canal historique de la Macronie, c'est une autre histoire. C'est carrément un totem, une ligne rouge à ne surtout pas franchir, et Gérald Darmanin est allé le dire on ne peut plus clairement ce matin sur l'antenne de France 2. Il est hors de question que nous puissions rentrer dans un gouvernement ou que nous puissions soutenir à l'Assemblée nationale, puisque je vais redevenir député, un gouvernement qui augmente les impôts. Bref, pendant que les orthodoxes d'une économie saine recommandent d'augmenter les impôts, ceux qui les ont fait baisser de plus de 50 milliards en 7 ans refusent catégoriquement d'en entendre parler. Effet collatéral de la dissolution, Michel Barnier et nous-mêmes vivons une époque dissolue. Merci beaucoup Bruno Donnet. David Amiel, je commence avec vous. Vous êtes sur la ligne Darmanin. Vous aussi, vous ne participerez pas à un gouvernement Barnier qui augmenterait les impôts des plus riches. C'est clair ? Je pense qu'il faut être d'abord très clair sur ce dont on parle. Est-ce qu'on peut revoir la structure des impôts ?
pour la rendre plus juste, plus efficace, bien sûr. On a fait un certain nombre de pistes, j'en ai proposé moi-même sur la question des super profits, sur la question des rachats d'actions, sur la question des allègements de charges, comment est-ce qu'on les redessine pour permettre la désmicardisation de la société Donc déjà, française, j'entends que la porte est ouverte pour le macroniste que vous êtes. Est-ce qu'il Nuance peut y avec avoir, Darmanin. comme réponse au déficit public français, à la dette publique auquel votre reportage faisait allusion, une augmentation généralisée des impôts? En revanche, je ne le crois pas. À quoi joue Gérald Darmanin, qui a dit tout haut ce que lui a dit Michel Barnier en réunion de groupe, vous y étiez, pas moi, hier à l'Assemblée, en expliquant très clairement, c'est simple, j'irai pas au gouvernement parce que Michel Barnier veut augmenter les impôts, il a été très clair. C'est quoi? C'est de la petite politique? Non, je ne crois pas. D'abord, c'est un débat de fond. Ce n'est pas de la petite politique que d'avoir un débat important sur la manière dont on va réduire de dévoiler la teneur d'un échange avec le Premier ministre. Faut-il augmenter les impôts, le cas échéant, desquels parle-t-on? Enfin, en tout cas, ce débat-là n'est pas médiocre. Je crois qu'ensuite, ce que Gérald Darmanin dit, c'est qu'effectivement, une augmentation généralisée des impôts, c'est pas ce qu'il dit exactement, réponse à la situation de la dette française, ne serait pas appropriée dans un pays qui est d'ores et déjà le champion d'Europe des prélèvements obligatoires. Et vous citiez Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, et François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. L'un et l'autre, dans leurs interviews, vous avez montré seulement un extrait, ont insisté sur le fait que l'effort principal devait porter sur la réduction des dépenses publiques. Donc la ligne rouge, pour vous, et je fais circuler la parole, c'est les impôts ne doivent pas augmenter pour les classes moyennes. C'est bien ça. Mais par contre, tout ce qui est capital, très haut revenu, super profit, vous dites oui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est clairement ça? Ce qui est très important pour nous, c'est que il n'y ait pas d'affaiblissement ni du pouvoir d'achat des classes moyennes, qui reviendrait d'ailleurs politiquement à précipiter les classes populaires dans les bras du Rassemblement national, et qu'il n'y ait pas un affaiblissement de la compétitivité de notre économie à un moment où justement tous les efforts doivent être dirigés vers la réindustrialisation. Mais la porte est ouverte sur les très hauts revenus, pour le dire très vite. La Chine, mais Gabriel Attal lui-même dans son gouvernement avait préparé des mesures qui concernaient le rachat d'actions ou l'amélioration de la taxation des super-profits. Ces mesures ciblées-là, on en avait discuté, une augmentation générale des impôts, nous n'y sommes pas favorables. On va y venir dans le détail. Quels impôts précisément, sur quels revenus? Emmanuel Morel, heureuse nouvelle d'une certaine façon. Michel Barnier va peut-être piocher une petite partie dans le programme du NFP. Merci, le nouveau Premier ministre. Déjà, l'ironie de l'histoire, comme vous le disiez, hein. Vous avez un Premier ministre qui est issu de la droite, qui a passé toute la campagne, comme les macronistes d'ailleurs, à fustiger le programme du nouveau Front populaire en disant « ces gens-là vont augmenter les impôts ». Puis finalement, ils se rendent compte. Mais pourquoi on en est là? Parce que la France a été très mal gérée. Ce que mon collègue oublie de dire, à la fois dans l'interview de M. Villeroy de Galhau et dans le rapport de la Cour des comptes, c'est un constat sévère, accablant pour la gestion de Bruno Le Maire, avec une dette colossale, avec un déficit public qu'on nous annonçait à 4%, et aujourd'hui c'est presque 5,6% du PIB. Bref, la France a été mal gérée. Et là où je pense que nos amis macronistes sont gênés, enfin nos amis, c'est une façon de parler, hein, vous le disiez d'ailleurs très bien à l'instant, et d'ailleurs de ce point de vue-là, ce que dit Darmanin, c'est intéressant, ils ne veulent pas qu'on augmente les impôts des riches. Pourquoi? Parce que précisément, ils les ont baissés. Alors on voit tout de suite qu'il y a quand même des nuances dans cette Macronie, peut-être une aile plus à gauche, une aile plus à droite. En l'occurrence, Canal officiel, et vous dites vous-même, c'est un totem. C'est surtout, il y a un tabou chez les proches du président de la République, c'est revenir sur une série de réformes qui a été faite au profit des plus aisés et des grandes entreprises. Parce que quand même, une des raisons pour lesquelles on en est là, c'est parce qu'il y a eu la réforme de l'impôt sur la fortune, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la flat tax pour les plus hauts revenus, parce qu'il y a eu toute une série de mesures. Il y a eu aussi toute une série de crises, des boucliers tarifaires sur l'énergie, ça vous le concédez? Alors parlons-en. Alors pas trop longtemps parce que je voudrais faire circuler la parole. 45 milliards d'euros, alors qu'il y avait une solution beaucoup plus simple qui a été empruntée par d'autres pays européens, qui était de s'exonérer des règles absurdes du marché européen de l'électricité. Par dogmatisme, M. Le Maire a fait exactement le contraire et il a mis 45 milliards pour un bouclier tarifaire. D'autres pays comme l'Espagne... Ça, c'est le passé, c'est fait. Ah bah oui, d'accord. Mais là, il y a une vraie discussion qui va s'ouvrir. C'est bien de comprendre pourquoi on en est là avant de commencer à réfléchir sur les impôts. C'est simple, c'est pourquoi faire et quels impôts. Alors on y vient. Mais déjà, on entend quand même que finalement ce tabou est en train quand même un peu de tomber. Il n'y a pas le choix. C'est une question. Je termine avec les politiques et je vous donne la parole juste après aux experts. Bonsoir Véronique Louwagie. Et merci d'être en duplex avec nous dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale. La hausse des impôts, c'est aussi une ligne rouge à droite. On a très clairement entendu Laurent Wauquiez. Elle est inévitable à vos yeux aujourd'hui au regard de nos finances publiques?
Alors, juste rappeler qu'effectivement, la situation de nos finances publiques est fortement dégradée et que nous sommes dans une situation alarmante. Cela a été redit par le premier président de la Cour des comptes ce matin. Mais il nous faut absolument, effectivement, amorcer une trajectoire de diminution de notre déficit. Parce que ce déficit, il conduit à une dette qui devient aujourd'hui à un niveau qui n'est plus supportable et qui n'est pas acceptable. Mais la réponse au déficit excessif que nous avons ne peut aucunement être une hausse d'impôts. Parce qu'il faut soigner le mal. Pour les plus riches, même et sur nous avons la question des hauts déficit... revenus ou des entreprises très profitables, Madame Louwagie ? Vous avez au niveau des prélèvements obligatoires aujourd'hui un niveau où la France est sur le haut du podium. Il y a une acceptabilité par rapport à l'impôt, il y a un sujet de consentement à l'impôt, il y a un ras-le-bol fiscal. Et si vous augmentez les impôts, vous faites peser ces impôts sur les ménages ou sur les entreprises. Mais est-ce que vous apportez une réponse à la situation du déficit ? Si nous avons un déficit aujourd'hui très élevé, c'est parce que nos dépenses publiques, notre niveau de dépenses publiques est très largement supérieur à celui de la moyenne des autres pays européens. À peu Il y a un consensus des économistes, Madame Louwagie, et donc vous ne pour une fois ils sont le d'accord. mal. C'est ma dernière question. Pas le mal. Pour dire que si vous ne faites que baisser les dépenses, il y a 30 milliards d'euros à trouver pour l'année prochaine, en 2025, vous cassez la croissance, vous plongez le pays dans l'austérité. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, il faut aller sur une diminution des dépenses publiques avec un bon dosage, parce qu'effectivement, il ne faut pas étouffer l'économie. Mais il faut évaluer les dépenses publiques. Il y a des bonnes dépenses, il y a d'autres dépenses qui ont moins d'efficacité. Nos dépenses publiques ont énormément augmenté sur ces dernières années. Pour autant, est-ce que la qualité des services publics a, elle, augmenter. Voilà, je pose la question aux uns et aux autres. Et si vous ne soignez pas le mal là où il est, vous pouvez augmenter les impôts l'année prochaine et dans 2 ans, nous nous retrouvons dans une situation avec un déficit de nouveau important et derrière une dette qui croît. Donc nous ne pouvons pas nous exonérer de faire une revue de nos dépenses. Bien compris, cap sur la baisse des dépenses, la droite est très claire et vous êtes sur la ligne Wauquiez et non pas sur la ligne Barnier. François Gérolles, vous êtes l'économiste de ce plateau. On a vu les chiffres, on est à 3 000 milliards de dettes, près de 6% sans doute de déficit, c'est catastrophique. C'est considérable, oui. Alors, est-ce que l'économiste que vous êtes nous dit ce soir, c'est inévitable, il va falloir les augmenter ces impôts sur les très hauts revenus, sur le capital? En tout cas, si on veut revenir effectivement à 3% de déficit, et aussi bien Pierre Moscovici que François Villeroy-de-Galhau ont ouvert le fait que potentiellement les règles ne seraient pas respectées à l'horizon 2027, mais qu'il fallait se donner 2 ans supplémentaires pour revenir à 3%. Mais même pour revenir à 3% en 2029, ça fait de l'ordre de entre 100 milliards et 150 milliards d'euros d'économies ou d'impôts supplémentaires à trouver, c'est absolument considérable. La question, c'est est-ce qu'on peut faire ça uniquement sur les dépenses, même si on oublie les effets économiques de multiplicateurs du fait de savoir un effet négatif sur l'activité économique. Ça me paraît juste infaisable. On sait que ça prend énormément de temps. Ça serait on parle toujours de diminution de dépenses. Ça serait taillé dans la fonction publique, de l'école, de l'hôpital, de la sécurité. Oui, mais on l'a déjà beaucoup fait. L'hôpital est quand même déjà à l'os. Enfin, à mon avis, il y a beaucoup de difficultés déjà. On a déjà fait beaucoup d'économies. La question, c'est est-ce qu'on peut vraiment économiser autant d'argent sur si peu de temps ? À mon avis, la réponse est non. Alors, la réponse est non. Marc Vigneault, expliquez-nous, vous suivez la préparation de ce budget pour votre journal L'Opinion au jour le jour. Que veut faire Michel Barnier ? Eh bien alors, il est dans tout le processus de négociation politique avec les partis qui peuvent éventuellement constituer sa majorité. Donc c'est extrêmement instable. Mais effectivement, Michel Barnier fait le raisonnement que ça va être extrêmement dur de trouver suffisamment d'économies par les dépenses l'année prochaine. Et donc, il faut en passer pour une petite part, j'insiste, par des hausses d'impôts. En plus, il a parlé de justice fiscale, puisqu'il a senti que dans le pays, il y avait un besoin de justice fiscale. Il a dit l'expression dans la cour de Matignon lors de la passation de pouvoir. Qu'est-ce qu'il met derrière ce mot de justice fiscale ? Quelles sont vos informations ? C'est difficile de savoir sur l'impôt des personnes. On ne sait pas encore quelles sont les pistes qu'il explore. Ce qui est sorti, ce que nous, on a comme information, c'est qu'il a demandé à Bercy une surtaxe, de penser à une surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait fait exactement la même chose en arrivant. Il avait un contentieux fiscal qui était hérité de la période François Hollande et il a fait, pour boucher les trous, il a fait une surtaxe d'impôt sur les sociétés, sur les grandes sociétés. Impôt sur les sociétés, pour ceux qui nous regardent, de toutes les entreprises, quelles que soient leurs profits ? Grandes entreprises. Les grandes entreprises. Le seuil est à fixer, évidemment. CAC 40 ?
Oui, la cible, c'est le CAC 40, mais ça sera peut-être un peu plus large. Il faut regarder le seuil de chiffre d'affaires. En 2017, encore une fois, ça avait été fait, donc il faudrait regarder le chiffre d'affaires qui avait été retenu, mais ça peut être une option. Et donc ça permet de faire rentrer de l'argent très très vite, et ça a l'avantage de faire rentrer de l'argent dès 2024 si on choisit de prélever sur ce qu'on appelle le 5e acompte de l'impôt sur les sociétés. Et donc c'est une solution qui permet de redresser les comptes assez vite. Combien ça fait rentrer dans les caisses de l'État ? Ça dépend comment c'est calibré, mais c'est plusieurs milliards d'euros. Donc si on estime que c'est 20 à 30 milliards qu'on cherche pour l'année prochaine, si on récolte 5 milliards du côté de l'impôt sur les sociétés, c'est déjà pas mal. L'autre info qu'on sort ce soir dans l'opinion, c'est que Michel Barnier, il veut, comme beaucoup de partis dans le spectre politique, essayer de revoir les allègements de charges patronales qui sont très concentrés sur les bas salaires, parce qu'on a voulu créer beaucoup d'emplois en diminuant les charges sur les bas salaires. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que peut-être ça crée une trappe à... C'est la fameuse désmicardisation dont parlait Gabriel Attal. C'est deux totems dans le totem, si j'ose dire, parce que là, on est sur la politique de l'offre, qui consistait à faire baisser le coût du travail par des exonérations de charges sur les entreprises. Et là, on touche à ça. Et donc, impôt sur les sociétés. En plus, là, ça touche toutes les entreprises, toutes les grosses entreprises. C'est énorme ce que vous nous dites là ce soir. Sur les cotisations sociales, Michel Barnier, il veut en prendre une petite partie. Il faut savoir que ces exonérations de cotisations sociales, ça pèse à peu près 75 milliards d'euros. Michel Barnier, ce qui circule, c'est qu'il voudrait en récupérer de l'ordre de 4 milliards. Mais l'objectif principal de cette mesure, c'est d'augmenter les exonérations pour des salaires qui vont de 1,2 à 1,6 SMIC, c'est-à-dire des gens qui ont été rattrapés par l'inflation, dont les salaires ont été rattrapés par le SMIC qui est, lui, indexé sur l'inflation. Et donc, on veut accentuer les exonérations de charges à ces niveaux de salaire pour inciter les entreprises à augmenter les salaires. Parce qu'aujourd'hui, quand elles augmentent les salaires, on fait rentrer des recettes et on essaye d'augmenter les salaires et le pouvoir d'achat en même temps, c'est ça ? Voilà. Et donc, dans cette vaste opération un peu technique, Michel Barnier se dit, mais tiens, au passage, si je reprenais quelques milliards d'exonération de charges, ça serait un petit peu indolore pour les entreprises parce qu'il en resterait beaucoup et qu'en plus, il y a beaucoup de Français qui sont dans les niveaux de salaire visés où il y aurait plus d'exonération de charges. Et donc ça, c'est une manière de prendre un petit peu de chaque côté et d'arriver à trouver quelques milliards. François Girold. Comme l'a dit Marc Vignaud, on parle de trouver quelques milliards et 4 milliards. Si on pense la suppression de l'ISF, par exemple, dont on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, c'est aussi de l'ordre de 4 milliards. Encore une fois, l'ordre de grandeur de ce qu'il faut trouver d'ici 2029, si on veut revenir à 3%, c'est 120 milliards. Si on fait ce que Pierre Moscovici appelle à faire ou François Villeroy-de-Galhau, ils disent de faire un tiers via les hausses d'impôts et 2 tiers via les dépenses. Un tiers via les hausses d'impôts, ça fait 40 milliards. Ça veut dire qu'il faut trouver 10 fois la suppression de l'ISF ou 10 fois. Alors, attendez, ce que Marc Vignaud vient de ça, dire. c'est pour revenir aux 3%. Tout le monde a bien compris, et nos téléspectateurs, que l'objectif des 3% sera sans doute repoussé. Oui. David Amiel. Je remercie d'abord François Girold de remettre les ordres de grandeur. C'est très important parce que cet objectif d'une centaine de milliards d'ajustements à faire, pas évidemment en une année, sur plusieurs années, c'est pas pour respecter les règles européennes, la règle des 3%, c'est simplement pour stabiliser la dette publique en part du PIB. C'est ce qui avait été produit par le Conseil. On a bien compris qu'il va falloir trouver beaucoup de milliards, y compris dans les dépenses. Mais sur ce que vient de nous dire Marc Vignaud. On a beaucoup parlé des mesures dans le début de ce débat sur les riches, la fiscalité du capital, etc. Les réformes qu'on a faites ont coûté 4 milliards d'euros par an. Emmanuel Morel pense que ça n'a servi à rien. Je pense que ça a été utile pour notre économie. Et en tout état de cause, les remettre en question ne résoudrait en rien l'impasse budgétaire dans laquelle nous sommes. Emmanuel Macron a choisi Michel Barnier. On est dans une cohabitation dite exigence, ce sont les mots de l'Élysée. Ça passe ou ça passe pas pour le député que vous êtes sur ces deux mesures-là? La politique de l'offre, qui est quand même un peu rabotée, et l'impôt sur les sociétés. Vous êtes prêt à voter, oui ou non? Il va falloir trouver une majorité dans cet hémicycle. Il faut qu'on ait une discussion sur les pistes précises. J'ai beaucoup de respect pour le travail de Marc Vignaud et de l'opinion, mais je crois qu'on est précisément dans ce moment-là où on a besoin aussi d'avoir un dialogue avec le Premier ministre, qu'il annonce quelles seraient ses pistes de travail, ses orientations, qu'on ait un chiffrage. Il va les annoncer dans son discours de politique générale. Ce qui est pour moi extrêmement important, c'est que la classe politique française ne soit pas trop nombriliste dans le moment dans lequel on est, parce que c'est quand même un peu dans cette période-là dans laquelle on est rentré depuis le mois de juin. On est dans un moment où on a deux défis. On a cette question de l'ajustement budgétaire. Tous les pays autour de nous le font. Le Royaume-Uni, de Labour, de la gauche, de Keir Starmer, qui vient de gagner les élections, met en place un plan pour réduire les déficits. C'est pas parce que Bruxelles lui demande, ils ne font plus partie de l'Union européenne. Mais le diagnostic, je crois que tout le monde l'a bien compris. Et puis, on a un défi très important de réindustrialisation
de réindustrialisation et donc une augmentation, par exemple, massive de l'impôt sur les sociétés. Vous dites attention, il faut garder l'attractivité. J'entends bien, mais vous ne me répondez pas. Au pire moment pour nous. Vous votez ou vous votez pas. C'est une hypothèse. On est sur un débat télévisé. Vous avez l'hémicycle. Juste, oui ou non, vous votez ou pas? Si demain, un gouvernement, quel qu'il soit, me disait on a une augmentation importante de l'impôt sur les sociétés, je voterai contre. Eh bien voilà, c'est très clair. Emmanuel Morel. Je reviens sur la question des exonérations de cotisations sociales. Je ne dis pas charge, moi je dis cotisations sociales, parce que c'est quand même du salaire différé. Moi je pense qu'on est allé beaucoup trop loin. Depuis François Fillon, mais ça s'est continué après, même hélas au début. Vous frondiez déjà. Mais oui, parce Parti socialiste ici même à l'Assemblée il y a une dizaine d'années. Nous dénoncions les montants colossaux des exonérations avec des effets très limités. Moi, je pense qu'on peut trouver beaucoup plus que 4 milliards. Et plus largement, dans ce qu'on appelle les aides aux entreprises, de façon un peu indifférenciée, il y a beaucoup de choses à faire. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez aller beaucoup plus loin, Emmanuel Morel, mais ceux qui nous regardent se disent, attendez, déjà, il faut trouver des compromis. Donc, sur ce qui est proposé, moi, je vous propose un compromis. Vous voulez aller plus loin ou vous êtes capable déjà de voter ce qui serait proposé? L'Inspection générale des finances, ce n'est pas des gauchistes, ce n'est pas le NFP. Ils disent, crédit impôt recherche pour les entreprises, 8 milliards d'euros, ce n'est pas très efficace. Il y a beaucoup d'effets d'aubaine, notamment pour les grandes entreprises. Voilà. Je vous propose une piste d'économie sur les aides aux entreprises. Oui, la Cour des comptes elle-même, elle-même, elle dit ça va beaucoup trop loin. Donc là, il y a un gisement, mais ça suffit pas. Il faudra augmenter à nouveau la fiscalité des ménages les plus aisés et revenir sur les largesses fiscales du pouvoir sortant. Dernière piste, parce qu'il faut quand même qu'on dise la vérité. Le problème, c'est quoi? C'est que notre croissance, elle est atone. Et quand on a une croissance de 1%, dès qu'on coupe dans les dépenses publiques, il y a un effet récessif. Donc ce qu'il faut faire, c'est investir dans l'avenir, avoir confiance dans l'avenir. Et là non plus, c'est pas un gauchiste qui le dit. C'est Mario Draghi. Mario Draghi. Super Mario. Non mais attendez, il parlait au niveau de l'Union Qu'est-ce qu'il dit? On fait une grande confusion, parce que Mario Draghi n'a absolument pas dit qu'il fallait mettre 800 milliards d'argent public par an. Il n'a pas dit argent public. Alors on ne va pas ouvrir ce débat sur le rapport de Mario Draghi. Il dit que les entreprises doivent investir 800 milliards. Il dit qu'il faut un investissement colossal pour rattraper le à l'échelle des 27 par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis. C'est très important, c'est-à-dire qu'en réalité, le logiciel est en train de changer. Saisissons cette opportunité. A raison, et c'est la raison pour laquelle il faut soutenir à la fois l'investissement public et l'investissement privé. Alors attendez, parce que là, il y a un budget, et il faut écrire et il faut le voter, peut-être 149.3, sinon j'imagine que vous ne serez pas content. On va regarder du côté des Français. L'acceptabilité, elle semble plutôt à l'horizon lorsqu'on leur pose la question de la hausse d'impôts des plus riches. La pilule, elle est un peu plus dure à avaler pour les principaux concernés. Marion Becker s'est rendue à Neuilly-sur-Seine. Reportage. Est-ce qu'il faut taxer les plus riches? Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Plus on gagne, plus il faut payer, il faut aider. Moi, je ne suis pas contre cette idée. Je pense que c'est un geste que tout le monde doit faire pour redresser les comptes de la France, oui, effectivement. Tous les gens qui ne payent pas d'impôts en France, les sociétés, entre autres, oui, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et les gens très très riches qui ont toutes les évasions fiscales de la Terre, parce que nous, on n'est pas pauvres, mais on n'a pas. Voilà. Si on est contraint et forcé, oui, mais sinon pas vraiment, non. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'économies qui peuvent être faites. Voilà. Non, il y a peut-être d'autres moyens, il y a d'autres gadgets à faire pour pouvoir récupérer des fonds. Je ne suis pas inquiet quoi qu'il arrive, mais bon, ce qu'il faut, c'est qu'on conserve les capacités de pouvoir investir et de pouvoir se développer. Et si la pression fiscale est importante, tous les gens vont partir. Voilà, tous les gens vont partir. C'est important quand même, parce que ça, on peut le mettre au bilan d'Emmanuel Macron, l'attractivité, le retour des investisseurs, les enquêtes le montrent. François Gérard, est-ce que c'est un véritable risque si la fiscalité sur les plus riches, on va le dire comme ça de façon un peu globale, est au rendez-vous? Je pense qu'on peut interroger quand même sur l'efficacité de la politique de l'offre jusqu'ici. Jean Pisani-Ferry, qui est un macroniste historique, qui avait fait le programme économique d'Emmanuel Macron, a quand même dit qu'il avait été déçu du point de vue de la politique de l'offre. Il s'attendait à ce que les baisses d'impôts amènent à plus d'activité économique, plus de productivité, et que
on s'y retrouve en termes de recettes fiscales. Sur les investissements étrangers, notamment, la France est choisie, préférée parfois à l'Allemagne sur certaines industries, non? Oui, mais après, on peut aussi critiquer les investissements étrangers en se disant quand des entreprises américaines viennent sur le sol français, est-ce que ce serait pas mieux que ce soit des entreprises françaises qui aient les marchés? Enfin, c'est pas totalement évident que l'attractivité est forcément toujours une bonne chose, mais en tout cas, je pense que la politique de l'offre, il y a des rapports de France Stratégie, par exemple, qui montrent que la baisse de la fiscalité sur le capital, sur l'ISF, sur la flat tax aussi, dont on n'a pas parlé. La flat tax, vous pouvez résumer pour nos téléspectateurs? C'est le fait qu'on a diminué les impôts, en gros, sur les dividendes à 30%, donc on les a plafonnés à 30%, quel que soit le taux d'imposition de la personne qui touche les dividendes. Donc ça veut dire qu'avec des cotisations sociales à 12,8, vous passez à 18%. David Amiel, sur le bilan mitigé, selon François Girolf, en matière de compétitivité, cette politique de l'offre n'a pas rapporté les fruits semés, autant d'investissements qu'escomptés? Moi, je le conteste beaucoup ce que dit François Girolf. Il suffit d'ailleurs de regarder les grands chiffres macroéconomiques. On a un taux de chômage qui a baissé à un niveau absolument historique. On est quand même sorti de ce qui était la malédiction française. Avec une productivité c'est-à-dire en le baisse. chômage des masses qui, depuis 30 ans, accablait notre pays. On a eu effectivement ce regain d'attractivité qui est extrêmement important parce que les usines qui se développent offrent des emplois et des emplois souvent bien rémunérés aux personnes qui ont la chance de pouvoir y travailler, y compris dans des régions qui avaient été fracassées par la désindustrialisation, je pense notamment au nord et à l'est de la France. Mais la réindustrialisation ne se voit pas dans les chiffres. On a eu, et on voit d'ailleurs notamment cette année, des progrès nets en termes de commerce extérieur qui montrent ce début de réindustrialisation. D'abord, la désindustrialisation a été stoppée et maintenant on est dans une phase où on est en train de remonter la pente et je crois que c'est très important. Donc l'impact sur l'attractivité est là pour vous, c'est une évidence. Marc Vignaud, quand on augmente les impôts sur le capital, sur les sociétés, évidemment ça fait rentrer des recettes fiscales nouvelles, mais ça envoie des signaux. Ça envoie des signaux aux marchés financiers qui nous regardent, ça envoie des signaux aux grandes entreprises multinationales. Est-ce que ça peut avoir un effet de freinage sur l'investissement ? Mais surtout, moi, je constate qu'il y a un discours qui se développe, qui serait que on se retrouve dans une situation de déficit public très élevé parce que Emmanuel Macron a beaucoup baissé les impôts et qu'il n'a pas financé ces baisses d'impôts. C'est vrai, en partie, mais ça n'empêche pas que ce qui dérive le plus, ce sont les dépenses publiques. Et alors, le rapport Wasmer-Bozio va être très clair là-dessus. À chaque fois qu'il y a une crise, les dépenses sociales en proportion du PIB augmentent et franchissent un palier et on ne revient jamais à la situation antérieure. Je suis désolé, mais par exemple, on prend les retraites, c'est 25% des dépenses publiques. Donc on peut s'amuser sur des petites masses et faire des débats à l'infini sur les impôts, mais les retraites, c'est 25% des dépenses publiques. Donc si on abroge la réforme, on est le pays d'Europe quasiment qui part le plus tôt à la retraite. Même avec les dernières réformes, on passe plus de temps que les autres à la retraite. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être masochiste et dire aux gens, vous allez occuper des métiers pénibles, etc. Dans ce pays, on n'est pas capable de faire de la prévention de la pénibilité. Par exemple, les partenaires sociaux n'ont pas arrêté de dire pendant la réforme des retraites, il nous faut un fonds pour la pénibilité, il nous faut prévenir la pénibilité, faire des actions pour la pénibilité. À la fin, le gouvernement a fini par octroyer un fonds d'1 milliard d'euros pour la pénibilité. Les branches, les professionnels, le patronat, les syndicats dans chaque secteur économique devaient s'en emparer pour définir les métiers pénibles et financer des actions pour que ça soit moins pénible et adapter les postes, etc. Eh bien, il ne s'est strictement rien passé. Donc, souvent, on a un espèce de théâtre national où on demande des choses et puis à la fin, on vous met 1 milliard sur la table, 200 millions par an. Là, il y a 200 millions en 2024, très concrètement, qui étaient sur la table. Et bien, devinez quoi, il y a 8 millions d'euros qui ont été dépensés. Emmanuel Morel, elle est pour vous cette de ce moment-là, analyse. Quand on fait ce genre de... Enfin, quand on voit ce genre de séquence, on se dit, là, on retombe à nouveau sur le débat fiscal. Rappelons que c'est par la fiscalité que François Hollande a fait ses ajustements de déficit sans précédent. François Hollande, contrairement à ce qu'on pense, il a réduit le déficit énormément dans un contexte qui n'était absolument pas facile. Il l'a fait par les hausses d'impôts, ça a eu le même effet récessif sur l'activité que les baisses de dépenses. C'est à peu près les mêmes multiplicateurs. On peut débattre sur quelles dépenses, quelle l'ensemble des ménages. Emmanuel Morel, sur la question des dépenses publiques, c'est vrai que quand on regarde l'état, nos déficits, on s'est dit mais comment peuvent-ils porter cette abrogation de la réforme des retraites? Quand on analyse les masses de dépenses auxquelles correspond cette réforme, on se dit est-ce que c'est vraiment le moment? Et est-ce qu'à gauche,
on ouvre ce débat des dépenses. Est-ce que vous aurez des propositions sur la baisse des dépenses ? Bah oui, d'ailleurs, je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Le crédit d'impôt recherche ? Par exemple. Non, mais je pourrais multiplier les exemples. En fait, c'est une question de modèle. Dépenses fiscales. Les seules dépenses c'est des dépenses fiscales. Non. Les dépenses de fonctionnement de l'État, par exemple. Mais le problème, c'est aussi quel modèle social on veut. Moi, je ne suis pas d'accord avec monsieur. Moi, je ne suis pas d'accord avec monsieur, et je ne suis pas d'accord non plus avec monsieur Amiel quand il dit que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. On a gagné en attractivité, il y a plus d'industrie. Ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu autant de faillites d'entreprises que cette année. Le Nord et l'Est sont fracassés. Il y a des territoires entiers qui sont défigurés. En 2020-2021, il y a eu 30% de faillites en moins pendant 3 ans. Quand vous parlez des investissements étrangers, moi, je suis désolé, mais quand c'est des Chinois qui viennent acheter des tares françaises ou des Américains qui viennent dans les secteurs stratégiques, je ne suis pas content. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été inlassablement un militant du Made in France et de la relocalisation industrielle. On a des désaccords sur quel modèle social on veut. Mais tellement de désaccords, Emmanuel Morel et David Amiel, qu'on ne voit pas comment ce budget pourrait trouver un compromis. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on discutait des délocalisations d'entreprises françaises en Chine, au Maroc, dans d'autres pays, et maintenant on en est à débattre pour savoir si c'est une mauvaise nouvelle, si des entreprises étrangères viennent s'installer en France. Ça continue à délocaliser, mais en tout cas, on a quelques pistes. On a quelques pistes grâce à Marc Vigneault ce soir. Ce débat s'achève. On n'est plus à l'époque de François Hollande. On a quelques pistes. On verra si l'opinion avait bien travaillé sur les hausses d'impôts voulues. Moi, ma question, et c'est pour terminer, elle existe la majorité sur la fiscalité dans l'hémicycle. Le Rassemblement national n'est pas contre une hausse d'impôts sur les super-profits. Très clairement, le NFP non plus. Donc, vous serez au bloc central déterminant. Est-ce que vous pensez que sur ce volet-là, il y a une majorité dans cet hémicycle ? Chaque groupe politique se prononcera. Après, vous me direz si vous pensez que là, sachant que vous jouerez les arbitres, vous pourrez être au rendez-vous de ce vote ? Évidemment, très attachés à la politique de l'offre et à la restauration des comptes publics. Donc c'est plutôt non. D'abord par une baisse des dépenses. Merci. On s'arrête là. C'est un marathon budgétaire qui va commencer. On a tout l'automne pour en parler. J'espère que vous reviendrez. Merci à tous les quatre.